Il y a une espèce d'absurdité parce qu'il y a tellement d'opinions qui sont libres, par exemple toutes les opinions pseudo-scientifiques, religieuses, etc., de toutes les religions possibles et imaginables. Je veux dire, on ne peut quand même pas les partager toutes. Il n'y a personne qui les partage toutes. Et il n'y a personne qui veut les interdire de dire toutes. Donc je veux dire, évidemment on me reproche parfois, on dit oui, on défend la liberté d'expression pour les fascistes. Bon, le problème c'est que ceux qu'eux appellent les fascistes et qui ne sont pas tous des fascistes, sont les gens qui sont poursuivis pour incitation. Comme je dis, Mermeil n'était pas fasciste. De toute façon, à mon avis, personne n'est littéralement fasciste dans cette histoire, mais je veux dire, Thion, par exemple, c'était un anarchiste, il a été chassé de son boulot au CNRS pour révisionnisme, etc. Donc, il y a des gens de plusieurs tendances politiques qui sont réprimés, mais pour des opinions qu'on a diabolisées comme fascistes, de façon à légitimer leur interdiction. Mais ça, j'accepte pas ce glissement. Mais évidemment, si demain, il y a quelqu'un qui est... comment dirais-je, réprimé légalement, pas simplement bon, socialement, ça c'est encore autre chose, mais réprimé légalement parce qu'il a dit des choses trop gentilles sur Kim Il-sung, ou sur Staline, ou sur Mao Tse-tung, je réagirais de la même façon. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça, parce que le sacré se focalise sur Hitler, l'Holocauste, etc. Et donc, évidemment, l'anticommunisme est très fort aussi, mais au niveau ça n'arrive pas au niveau légal. C'est différent, à ma connaissance, en tout cas, si on me donne des exemples. Mais ça, c'est un truc que les Américains, par exemple, je pense que dans la culture de la gauche américaine, il y a cette expression Gilbert Association qui est moins acceptée parce que justement elle a été tellement utilisée à l'époque du macartisme. C'est-à-dire à l'époque du macartisme, à dire oui, mais vous avez connu les communistes pendant la guerre, donc, etc. Évidemment, c'était la même chose du côté soviétique où là, c'était, je sais pas, des ennemis du peuple, des trotskistes, etc. Et donc, il y a une culture qui s'est développée de critiquer la culpabilité par association. Mais ici, elle est utilisée sans arrêt. Mais moi, je m'en fiche, hein. Je veux dire, moi, je réponds de ce que je dis, et puis c'est tout. Si j'ai rencontré quelqu'un, parlé à quelqu'un, etc., moi, j'en ai marre. Je veux dire, s'ils veulent jouer à ce petit jeu, ils peuvent jouer à ce petit jeu, mais c'est un jeu, quoi. En Belgique, bon, je peux pas me plaindre de mise au point, mais quand on prend l'émission de Tadei, on peut quand même pas dire qu'on m'a laissé beaucoup parler, et j'étais quand même plus ou moins seul contre tous, plus ou moins. Et donc, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de débats. Et dans les médias dominants, c'était quand même l'uniformité. Maintenant, évidemment, à cause d'Internet, il y a beaucoup de débats, si on veut, d'opposition à l'intérieur d'Internet, ça c'est vrai. Et ça, oui, ça c'est un changement. Mais dire qu'il y a eu un débat, je pense qu'en fait il y a une coupure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour et qui sont marginalisés, mais qui existent en dehors du système, parce qu'il y a quand même pas, on n'est pas dans un état totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a encore des tas de gens qui mettent ce qu'ils veulent sur Internet. Et alors, il y a une sphère médiatico-politique qui, elle, est totalement homogène. Et donc, on a, là, je vais utiliser une expression que les fascistes utilisaient dans le temps, les rexistes, le pays légal et le pays réel. C'est-à-dire, on a le pays officiel, si on veut, et puis le pays réel, où les gens encore ont d'autres opinions. Mais je ne dis pas que la majorité des gens sont favorables à Dieudonné, mais une fraction importante de l'opinion qui est favorable au moins à sa liberté et avec laquelle on discute en réalité pas, puisque dans la sphère médiatico-politique, il y a une homogénéité, donc ils parlent entre eux, ils disent du mal de lui, etc. Et ça, bon, il y a pas donc je ne pense pas qu'il y ait un débat à proprement parler. C'est hermétique. Mais c'est qu'il y a deux mondes, quoi. Et c'est malsain parce qu'évidemment, je trouve que le monde pro-Dieudonné peut partir dans une direction que moi je ne partage pas, mais qui est le résultat de leur marginalisation. Et enfin, leur marginalisation au moins médiatique. Et, bon, par exemple, l'histoire de la quenelle, c'est surréaliste que les gens soient poursuivis pour une quenelle. Je veux dire, ils ont évidemment encouragé la provocation chez les jeunes qui vont trouver que c'est un geste de révolte contre le système, etc., etc. C'est une religion, oui, c'est un truc religieux. On dit voilà. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, par exemple, récemment, il y a eu comment est-ce que je pourrais dire ça, une soirée à La Rochelle, à l'université de La Rochelle, où ils ont présenté des textes sur la liberté d'expression parce qu'il y a un an, il y avait une pièce qui avait été jugée antisémite, qui avait provoqué un tonnerre de protestations, etc., enfin le truc habituel. Et ils ont fait une soirée sur la liberté d'expression, et il y a eu un article dans La Règle du jeu, le numéro de site de BHL,
où on a dit, mais ces gens font partie d'une mouvance qui a tué des enfants à Toulouse et au musée juif, etc., à Bruxelles. Bon. Alors mettre dans une mouvance des gens qui expriment des opinions sur la liberté d'expression et des gens qui tuent des gens, ça montre qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que ça veut dire que en fait, ils essayent de faire ce que j'accepte, c'est-à-dire qu'une incitation à une action illégale n'est pas couverte par la liberté d'expression, mais ils tirent sur la couverture au fait que des attentats terroristes maintenant sont justifiés. Alors si on accepte ça, alors les brigades rouges c'est dû à Marx, Hitler c'est dû à Nietzsche, etc. etc. D'ailleurs BHL, c'est une des phrases célèbres quand il était jeune, il a dit le goulag est dans Marx et Marx est dans Voltaire, donc vous pouvez tout interdire. Et donc c'est quelque chose, si vous voulez, où effectivement quand on commence à tirer sur la corde, c'est pas vraiment l'action immédiate, les gens qui sont devant une maison et qui disent voilà il faut lui casser la figure, ça c'est évidemment pas couvert par la liberté d'expression. Où mettre la limite, ça comme toujours en droit c'est pas facile, mais quand on met dans une mouvance des gens qui ne se connaissent pas de nom, parce que moi, je suis sûr, presque sûr, et j'espère en tout cas, que le type qui a fait la tuerie au musée juif de Bruxelles, il ne me connaît pas, quoi. Hein. D'ailleurs, quand il a fermé Mera, Dieudonné a rigolé, il a dit, j'espère qu'on ne va pas trouver de cassette de moi chez lui, mais je veux dire, c'est trop tiré sur la corde, mais ça montre qu'ils acceptent implicitement le fait que ce n'est pas les opinions qui doivent être criminalisées, mais les actes, et les opinions parce qu'elles sont liées aux actes. Mais si on fait le lien trop généralement, alors tout est dans tout, et alors évidemment, on peut tout interdire. Ben, comme je pense que c'est un... Moi, je pense que c'est un phénomène idéologique qui, comme j'ai expliqué dans la conférence, remonte au fait que la gauche, en tout cas en France, si je parle de la France, après 82, après 83 plutôt, ayant changé son programme économique et n'ayant pas réellement de pensée économique alternative, est devenue de plus en plus libérale, et plus la construction européenne et tout ça, il a dû trouver une raison d'être, et l'a trouvée dans la lutte contre le racisme et le fascisme, et j'explique dans le livre pourquoi une de ces luttes est en partie imaginaire et l'autre est pas imaginaire en principe, mais est en pratique inefficace. Et donc, ça je ne vais pas refaire tout le livre, mais la liberté. Donc je pense qu'ils sont arrivés dans ce climat, et alors c'est lié au climat d'idéologie des droits de l'homme, que je vois comme une sorte de patriotisme de l'Occident, c'est-à-dire l'Occident, maintenant il n'y a plus trop de patriotisme nationaliste, mais le patriotisme, c'est nous, on est là, on est des droits de l'homme, on doit intervenir un peu partout pour les faire régner, etc. etc. Et ça, c'est des trucs qui sont généralement acceptés. Par exemple, maintenant, au Bundestag, les Verts allemands appellent à envoyer l'armée allemande au sol, en Syrie ou en Irak, etc. L'armée allemande au sol, ce qui est quand même une innovation pour des pacifistes. Hein. Et donc, dans des endroits où manifestement l'Allemagne n'est pas en danger et où ils vont beaucoup plus loin que les partis du système de droite, enfin la CDU, ou même que le SPD. Je veux dire, c'est assez surréaliste de voir cette transformation qui, pour moi, est liée à cette idéologie de l'Occident comme le bien, et les autres, c'est le mal. Alors, le bien, l'opposition du bien et du mal se fait entre, d'une part, l'Occident et Hitler et Staline, mais à cause de la question, on va dire, israélo-palestinienne, la question du sionisme, etc., il y a une prime, on peut dire, dans le mal chez Hitler par rapport à Staline, dont se plaignent les gens qui préfèrent Hitler à Staline, mais je veux dire, il y a une espèce de prime, celui qui a gagné le prix du mal absolu, c'est quand même Hitler, et donc c'est là-dessus qu'on se focalise, mais tout ça, c'est une politique de fantasme. Pour les questions des discriminations de fait, je trouve ça difficile, je ne sais pas très bien comment faire, parce que, comme je dis, dans une économie de marché libre, les gens font ce qu'ils veulent, et s'ils ne veulent pas louer à quelqu'un, c'est pas très facile de les en empêcher. Et donc, pour ce qui est moi, je pense qu'au point de vue idéologique, il faudrait beaucoup plus de débats contradictoires, ça je pense. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir mais évidemment, l'idée même d'un débat comme on l'a fait avec Dieudonné pose déjà des problèmes. Et en plus, moi, je ne suis pas le porte-parole de Dieudonné. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont critiqué en disant oui, on a pris Bricmont parce qu'il est gentil, il n'est pas réellement dissident, patati patata. Ce qui est vrai, je veux dire, moi, je ne suis pas dans la mouvance Dieudonné. Je veux dire, on aurait pu prendre les avocats de Dieudonné, on aurait pu prendre des gens plus proches de lui qui sont... Ça, c'est encore plus impensable que de m'avoir moi, quoi. On a dit oui. Donc je pense effectivement une culture de débat serait beaucoup plus efficace que la culture de non-débat, de diabolisation, etc. Bon, évidemment, je vais peut-être
je vais un peu me comparer à lui, c'est-à-dire, je pense qu'il a un projet de société qui est inspiré par l'anarcho-syndicalisme et les idées anarchistes. Et d'ailleurs, je remarque que même quand je vois le socialisme 2.0 de Peter Mertens, je trouve ça assez comique parce que c'est pas tellement éloigné de ce projet, en fait. C'est plus l'idéologie de la dictature du prolétariat, etc., qui a été longtemps l'idéologie du PTB. Donc, moi, je pense qu'il y a un changement. Il n'est pas conscient de ça, il ne fait pas les mêmes références, etc. Mais finalement, c'est l'idée de la socialisation des moyens de production, d'une gouvernance démocratique, en fait, de la démocratisation du contrôle sur l'économie, au lieu de le laisser entre les mains des tyrans, des tyrannies privées, comme dit Chomsky, quoi. Et ce projet, évidemment, plonge ses racines dans, en fait, Chomsky dirait même dans les Lumières, mais dans le socialisme du 19e siècle, et se trouve à la fois chez Bakounine, chez Marx, etc. Moi, je ne suis pas sectaire sur cette question, mais effectivement, je pense qu'il y a une grande différence entre ça et les courants qui ont donné lieu au XXe siècle à ce qu'on appelait le communisme. Et donc, dans ce point de vue-là, il y a effectivement une grande différence avec ce que les gens appelaient le marxisme-léninisme. Mais le problème de Chomsky, comme de moi d'ailleurs, c'est que, et de Russell aussi d'ailleurs, c'est qu'on est toujours dans l'urgence, et on est toujours dans l'urgence où on pense que le problème est tellement plus grave, et le problème des guerres, de l'impérialisme, etc., est tellement plus grave qu'on doit toujours s'occuper de ça sans se préoccuper de l'utopie, ni de construire l'utopie, ni de construire un parti, ni rien du tout, parce qu'on a toujours l'impression, peut-être à tort, que les problèmes les plus graves sont quand même ceux qui sont liés aux guerres et à l'impérialisme. Et moi je pense qu'effectivement, que dans un monde divisé en pays développés et pays sous-développés, et avec les rapports et les conflits que ça implique, c'est très difficile de voir comment le socialisme pourrait se développer dans un pays développé, parce que ça supposerait de renoncer, par exemple, à une monnaie forte et des trucs comme ça, et ça supposerait de renoncer aux avantages que nous donne la situation dans le monde. Par exemple, maintenant, on achète énormément de produits faits à bon marché en Chine, mais ce serait difficile pour un pays socialiste de faire ça. Et donc, mais alors ça mènerait à une baisse du niveau de vie ici. Il faudrait produire nous-mêmes tous les trucs qu'on achète aux Chinois, par exemple. Et donc, il me semble qu'il y a des questions de fond auxquelles les gens qui se disent socialistes ne réfléchissent pas. Ou bien des gens prennent la Bolivie ou le Venezuela comme modèle, mais en Bolivie, les enfants travaillent à partir de 10 ans. Donc si on faisait ça en Belgique, il n'y aurait plus de problème de déficit. Si les gens travaillent pour des salaires boliviens, il n'y a aucun problème. Donc les solutions qu'eux trouvent à leurs problèmes, c'est très bien, mais elles ne sont pas pour nous. Donc moi c'est vrai que je presse presque tout mon temps, je le passe, c'est le lien toujours, la critique de la propagande de guerre requiert la liberté d'expression, et la critique de la propagande de guerre est essentielle à cause de tous les conflits qu'il y a, et on a des conflits depuis 2001 et même depuis 1999, on en a tout le temps. Donc moi je suis occupé avec ça, et je pense que lui l'est aussi en grande partie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des textes de lui, il y a de l'espoir dans l'avenir par exemple, il y a toutes sortes de textes, il y en a des textes beaucoup plus longs, surtout qu'il a écrit où il explique sa vision alternative. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement aujourd'hui? Je n'en sais rien. On peut bâtir des alliances anti-guerre, par exemple. Il y a quand même des alliances, parfois aux États-Unis. Bon, en Europe, pratiquement plus. Mais il y en a eu dans le temps. Et ces alliances-là, évidemment, elles sont dans le quotidien, dans l'immédiat. Ils rassemblent des gens qui peuvent être effectivement, par ailleurs, sur le plan économique, de droite, de gauche, etc., quoi. Oui, d'abord, il faut faire la part des choses entre des groupes. Bon, moi, je suis quand même assez vieux et j'ai connu quand même des gens qui étaient plus engagés que moi contre la guerre du Vietnam. Moi, je ne l'étais pas, mais je me rappelle de cette époque, l'anticommunisme, etc. C'est évident qu'il y a aussi des choses, je ne suis pas complotiste, mais il y a aussi des groupes qui sont liés à des services, etc. Et il y a quand même des trucs que j'ai vus, en particulier dans les antifas, qui me paraissent très suspects. Maintenant, je ne veux pas nécessairement discuter de ça de façon générale, mais j'ai vu leur façon de raisonner. Ce sont des gens qui sont staliniens, même s'ils se disent anarchistes, c'est-à-dire qui sont très très sectaires, qui sont, comment dirais-je, qui ont cette mentalité très dogmatique, etc., quoi, tu vois. Et fermés au débat, surtout. Et qui veulent, bon, qu'on empêche Michel Colomb de parler à la... moi, je ne sais pas, c'est d'un ridicule achevé, alors que moi je veux bien répondre à leurs questions, mais ils ne vont pas le faire. Et ils s'excitent mutuellement en disant, oui, Bricmont, il a parlé là, il a été là, il a rencontré quelqu'un, il est copain avec Sora. Et donc ils s'excitent mutuellement pour diaboliser les gens. C'est à l'opposé de toute forme de mouvement libertaire. Enfin, je veux dire, c'est un... Ben, c'est sûrement pas comme ça qu'on a construit le mouvement libertaire de masse en Espagne. Enfin, je pense que c'est pas comme ça. Je pense que c'est parce que leur idée, c'est évidemment
Le problème, c'est toujours ce problème du fascisme. Qui est fasciste? Alors, si on s'autorise à appeler fascistes tous les gens qu'on n'aime pas, ce qu'on faisait par exemple après 68, alors évidemment, il y a beaucoup de fascistes quand il y a beaucoup de gens qu'on n'aime pas. Donc il y a un peu une tendance à avoir des fascistes partout, et puis à assimiler la population, qui est dans la mesure où elle est xénophobe, tout ça, c'est des... Bon, alors on finit par se marginaliser, faire des groupuscules marginaux, comme il y a eu après 68, dans les mouvements maoïstes, trotskistes, etc. Sauf qu'ici, effectivement, il y a une espèce de, à cause de ce climat qui fait partie du discours dominant de lutte contre l'antisémitisme, ils sont d'une certaine façon des sections d'assaut, on va utiliser cette expression qui leur plaira beaucoup, du discours de la lutte contre l'antisémitisme. Alors évidemment, c'est assez ridicule, quoi. Mais moi, ma réaction a été... J'ai un ami qui est au PTB qui n'est pas très content de ma réaction, mais ma réaction, c'est la réaction, y compris du PTB, et des francophones et de la gauche, est maladroite parce que la NVA, pour son public, à mon avis, a calculé son coût. Et ceux qui disent, enfin, encore une fois, la déclaration de Jean Bon, disant que les gens avaient leur raison, pris à la lettre, c'est une banalité, parce que forcément, ils avaient des raisons, ils n'ont pas fait ça au hasard. Évidemment, il n'a pas dit que c'était des bonnes raisons, il a dit que c'était une erreur. On dit qu'il faut dire que c'est un crime, mais il a dit exactement ce qu'il fallait pour son public, c'est-à-dire... Il a dit oui, ils avaient des raisons, et la raison, c'est le nationalisme flamand. C'est pas le nazisme en tant que tel, c'est l'histoire habituelle. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il y avait des Irlandais, il y avait des Algériens, il y avait des Indiens, il y avait toutes sortes de gens qui, et même des sionistes, qui, parce qu'ils combattaient l'Empire britannique, étaient alliés avec les Allemands. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été... qui est un truc tout à fait classique dans la psychologie humaine. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et évidemment, une fois qu'ils étaient embarqués là-dedans, ils étaient embarqués dans d'autres aspects de la collaboration. Mais le problème, c'est qu'il a dit exactement la phrase dont il était garanti qu'elle allait faire s'exciter les francophones, qui permet, vis-à-vis de son public, de dire, vous voyez, j'ai juste dit ça, et ils s'excitent, ils veulent saboter notre programme économique. Vous voyez, les francophones, c'est des gens qui on ne peut pas vivre. Moi, mon avis, c'est ça, pour ça qu'ils le font. Et je pense qu'en plus, les francophones sont mal à l'aise, enfin, la gauche sont mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas très bien comment répondre au gouvernement. Parce que le gouvernement va prendre des mesures sur l'immigration et sur les chômeurs, qui malheureusement seront populaires. Les autres ne le seront peut-être pas, mais celle-là, elle risque de l'être. Et ça, la gauche ne sait pas très bien quoi répondre à ça. Et donc, alors on va dire qu'ils cherchent la petite bête, et on va leur dire qu'ils cherchent la petite bête. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'ils font. Et donc, moi, je pense qu'ils tombent dans un piège. Et pour ce sénateur, ce type qui a 90 ans, là, qui est un ancien nazi, il a quand même été sénateur de la Volksunie. Il a été à une époque où le Parti socialiste était lié à la Volksunie. Alors, comment est-ce qu'on peut dire maintenant on a découvert, on peut parler à son anniversaire, on pouvait être au gouvernement avec un parti dont on était sénateur, ça n'est pas très sérieux. Quoi. Et quand bien même ça ne se serait même pas passé, est-ce qu'on peut lui reprocher de ce qu'il a fait comme certaines personnes Ben oui, en plus il a vu quelqu'un qui... Alors on dit qu'il ne s'est pas repenti, mais je crois remarquer que Mitterrand, il ne s'est jamais repenti de Vichy, il s'est arrangé pour qu'on n'en parle pas. Enfin, il a essayé de s'arranger pour qu'on n'en parle pas, il ne s'est jamais repenti de l'Algérie. Or, Mitterrand, ça reste une référence pour Mélenchon, qui est encore une référence pour la gauche, etc. Je veux dire, c'est vraiment pas le terrain sur lequel il faut combattre le gouvernement, il faut le combattre sur le social, mais il faut trouver un moyen intelligent de le faire, et ça, je ne suis pas sûr qu'on l'a. Mais ça, c'est un long débat, je ne suis pas assez qualifié. Mais je pense que c'est une erreur totale de s'embarquer de nouveau dans l'histoire des petites phrases. On le voit avec Zemmour, de la guerre. La guerre est finie, d'accord? Demain, je vais mettre sur Facebook, vous savez quoi? Hitler est mort en 1945. Je veux dire, c'est un truc qui est fini, et se focaliser sur la mémoire, sur la vue qu'on a de la guerre, la vue qu'on a de Pétain, de tel événement ou de tel autre, c'est une erreur politique totale.